Bonjour à tous, c'est Djali. Je suis content d'être ici en interview pour Aiguier. Merci de m'avoir invité. Je suis venu parler de mon troisième album qui s'appelle Paysage. Il vient tout juste de sortir. C'est un album qui a été un peu long à réaliser parce que l'album précédent date déjà de 2015. Et donc j'ai passé pas mal d'années à travailler là-dessus, mais c'est aussi parce que le chemin a été semé d'obstacles et qu'il a fallu prendre le temps de faire les choses correctement et surtout à la hauteur de mes exigences parce que je suis très perfectionniste. Et donc voilà, j'ai pris le parti de prendre le temps qu'il faudrait et ça a pris plus de temps que prévu, mais je suis content aujourd'hui d'avoir sorti ce nouvel album. Il y a 13 titres dessus. Et voilà, c'est 13 chansons que j'ai écrites, certaines seules, d'autres avec des amis. Et voilà, je suis content de les partager avec le monde entier aujourd'hui. Alors pourquoi est-ce que j'ai appelé mon album Paysage? Parce que j'ai abordé un peu ces différentes chansons comme un album photo dans lequel je reprends tous mes souvenirs. Et donc dans les souvenirs, il y a à la fois des choses qui font sourire, il y a des choses qui des fois ramène un peu de nostalgie, mais tout ça mis ensemble, ça crée, enfin, ça montre une image en tout cas de ce que j'ai pu être moi, Djali, à une certaine période de ma vie. Et donc voilà, cet album, c'était un peu tous les paysages, tout ce que j'ai pu voir en cours de route pendant ces dernières années. Et tout le tout rassemblé dans cet album. Alors, je me rappelle lors de notre toute première interview, donc ça doit faire plus de 10 ans maintenant, je disais à l'époque que je rêvais de vivre de la musique. Alors heureusement, j'ai pu réaliser ce rêve parce qu'aujourd'hui c'est mon métier. Je fais que ça. Après, la musique c'est large et donc j'ai commencé ma carrière en tant qu'auteur-compositeur et interprète pour moi-même, mais plus tard ensuite j'ai commencé un petit peu à travailler aussi pour d'autres artistes comme en tant qu'auteur et compositeur. Et donc ces dernières années, justement, comme j'étais plus tout à fait sûr de ce que je voulais artistiquement pour ma propre carrière et tout, je me suis pas mal concentré sur travailler dans l'ombre un petit peu pour les autres. Et c'est comme ça que j'ai écrit des chansons pour d'autres artistes. Et je me suis lancé dans la réalisation aussi de clips et tout ça. J'ai réalisé des clips pour différents artistes et tout. Et donc, toujours autour de la musique, j'ai appris différents métiers. Et donc, c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, j'ai pas dû aller chercher un autre métier. Je fais toujours que de la musique. Bah alors, mes parents, je pense qu'aujourd'hui, ils sont fiers, hein. Je crois que même si ma carrière est encore relativement jeune, j'ai fait que 3 albums. Je pense que tout de même, j'ai accompli certaines choses qui sont pas, comment dire, qui sont pas courantes. Et donc, forcément, moi-même, quand je regarde en arrière, je suis fier de moi et du chemin parcouru, même si j'ai conscience de tout le chemin qui me reste encore à parcourir. Et donc, je crois que mes parents aussi, pareil, ils sont à la fois fiers de ce que j'ai pu faire jusqu'à aujourd'hui, et puis en même temps, euh, je pense toujours aussi un peu inquiet du futur, comme tous les parents. Voilà, je crois qu'on reste toujours un peu les enfants de nos parents, peu importe notre âge. Alors voilà, je crois que ma mère s'arrêtera jamais de s'inquiéter pour mon futur. Mais alors moi, je viens d'une famille qui, bon, c'est pas forcément des musiciens ou des artistes, mais c'est en tout cas des mélomanes dans ma famille. Surtout du côté de mon papa, où voilà, mon père dans sa jeunesse, il a chanté aussi, il a joué de la guitare et il a finalement choisi de faire carrière dans la médecine. Je crois qu'à l'époque, c'était le choix le plus raisonnable. Et d'ailleurs, mon père dit aujourd'hui que j'ai écrit toutes les chansons que lui n'a pas pu écrire quand il avait mon âge, parce que justement, il avait dû prendre une autre route. Et donc, clairement, je crois que mon amour de la musique, il vient de là. Clairement, il y a une part de génétique. Et aussi du fait qu'en grandissant, il y avait toujours de la musique à la maison, que ce soit dans les fêtes de famille où il y avait toujours quelqu'un qui finissait par chanter ou danser, etc. Et donc, je crois que la musique a toujours fait partie de ma vie et c'est au point où justement, sans m'en rendre compte vraiment, parce que c'est très tard que j'ai vraiment mis un pied dedans, que j'ai commencé à jouer de la guitare et chanter et tout ça. Donc,
avant ça, la musique était là sans vraiment que je m'en rende compte, mais elle a toujours été présente. 2023, c'est une année qui est pleine de rebondissements. Pour moi, déjà, ça commence fort parce que j'ai sorti donc cet album là début du mois de janvier. Et donc c'est mon troisième. Et puis en plus de ça, c'est l'année où je vais me marier également. Donc c'est pareil, donc à quelques semaines d'intervalle, c'est plein de bouleversements. Et puis je pense que voilà, tout simplement 2023, c'était une année, je me suis dit autant commencer fort. Et comme ça ne pourra qu'aller plus loin possible, quoi. Mais on va dire aussi que voilà, on est sorti des 2 ans du Covid là. Ça, je pense, bah, ça a été facile pour personne. Alors, encore moins dans mon secteur artistique et tout ça. Je pense il m'a juste fallu un peu de temps pour, comme tous les autres artistes, me remettre de cette période qui avait été un grand bouleversement. Et voilà, je pense que c'est pas pour rien que, voilà, aujourd'hui, 2023, je suis là. C'est que c'est le temps qu'il m'a fallu pour être prêt. Alors, mon secret pour m'organiser, c'est que je laisse les autres s'organiser pour moi et que, et qu'en fait, moi, je me suis, j'avoue, beaucoup concentré sur ma musique et ces temps-ci, j'ai laissé les questions pour l'organisation du mariage à ma fiancée. Et là, c'est juste que depuis, je vais devoir m'y mettre aussi parce que sinon, ça va pas bien commencer. Il va falloir que je donne un coup de main là. Alors, je pense ce qui peut différencier mon troisième album des deux précédents. Déjà, premièrement, c'est la première fois que je produis moi-même un album. Donc, dans le sens où j'ai arrangé toute la musique moi-même et j'ai enregistré tous les instruments, quasi, hormis les batteries que j'ai fait jouer par d'autres personnes. Mais globalement, quasi toute la musique est sortie vraiment de mon ordinateur, chez moi, dans mon studio, où j'ai dû justement, pour arriver à ce résultat, j'ai dû apprendre encore un nouveau métier, une nouvelle casquette, si je peux dire, d'arrangeur et tout ça, parce que c'est quelque chose que j'avais jamais fait avant. Enfin, j'écrivais les chansons à l'époque avec ma guitare sur les 2 premiers albums, et ensuite je faisais appel à quelqu'un d'autre, et cette fois-ci, je voulais vraiment faire un album qui soit 100% du Djali, si je peux dire. Et donc, je me suis dit que le meilleur moyen, c'était aussi le plus difficile, c'était de le faire moi-même. Et donc, j'ai retroussé mes manches et j'ai appris à arranger mes chansons et tout ça. Et puis, une fois que j'avais les chansons, j'ai créé mon label et j'ai appris après, du coup, à comment faire pour sortir des chansons et tout ça. Donc, tout ça, c'est plein de nouveaux métiers que j'ai appris en cours de route, un peu sur le tard parce qu'il fallait que quelqu'un le fasse, mais surtout parce que j'avais envie d'être vraiment indépendant et de dépendre que de moi-même, quoi. C'est vraiment, je pense, je dirais même presque de l'ordre du fantasme de pouvoir faire de la musique et de dépendre que de soi-même. Alors aujourd'hui, j'ai encore dû déléguer certaines choses parce qu'on ne peut pas tout faire tout seul, évidemment. Mais d'être comme ça un peu le chef d'orchestre et tout ça de mon propre album, c'était important pour moi. Alors moi, je pense que déjà, enfin, je me considère, oui, clairement comme un musicien du monde parce que même si j'ai grandi en Belgique, j'ai les origines rwandaises. euh, Ça n'empêche que pour moi, enfin, je vois le monde de manière beaucoup plus large. Je crois que dans mon parcours aussi, peut-être le fait que j'ai grandi ici, mais ensuite je suis à l'adolescence avec mes parents, on est parti vivre au Rwanda et donc à Kigali aussi, là-bas j'ai vécu l'adolescence au Rwanda entouré de gens aussi. D'ailleurs à mon école, j'étais à l'école belge, il y avait des gens qui venaient d'un peu partout dans le monde, d'ailleurs dans mon école. Et donc tout ça c'est des choses qui je pense m'ont nourri et ont fait que j'ai eu une ouverture d'esprit peut-être sur le monde plus que si j'étais resté toute ma vie dans le même quartier, aller à enfin, vous voyez, comme certaines personnes qui grandissent dans la maison familiale, et voilà, et jusqu'à la fin de leur jour, le dimanche, ils se retrouvent dans la même maison des parents pour manger, etc. Enfin, tout ça, c'est quelque chose que moi, j'ai pas connu parce que justement, on est issu voilà, d'un peuple déraciné, on peut le dire, hein. C'est voilà, tout ce truc d'avoir des attaches très fortes à une terre, etc. C'est quelque chose que nous, on nous a un peu enlevé. Et donc, je crois que j'ai transformé ça dans une force, dans le fait où c'est aujourd'hui, je pense, qui me permet de me sentir chez moi partout, quoi. Alors, mon âge, c'est absolument pas un secret. J'ai 34 ans, je vais avoir 35 ans cette année. Et j'ai quitté le Rwanda quand j'avais 2 mois, donc en 1988.
Et j'ai grandi à Bruxelles et c'est seulement en 2005 que je suis retourné vivre au Rwanda. Donc j'ai sorti mon deuxième album, c'était en 2015. Et donc à cette époque-là, j'étais dans un label d'Universal qui s'appelle Barclay. Et donc c'était donc l'époque aussi où j'ai été coach dans The Voice Belgique, etc. Et donc sorti de l'émission, je me suis lancé dans la tournée. Donc j'ai fait beaucoup de concerts aussi avec ce deuxième album. Donc j'ai joué en France, en Belgique, enfin, pas mal, dans beaucoup d'endroits. Et donc après, une fois que le deuxième album était sorti, il a moins bien marché que le premier. L'époque en plus, c'était 2015-2016, c'était un peu la crise du disque à cette époque-là et tout. Et donc finalement, on m'a rendu mon contrat à cette époque-là. Je me suis retrouvé du coup sans maison de disque. Et donc là, on était vers 2017, quelque chose comme ça. Et il m'a fallu du coup un peu de temps déjà pour savoir artistiquement ce que je voulais faire parce que du coup, vu que le deuxième album avait moins bien marché, je devais aussi peut-être identifier pourquoi et quel était mon plan pour la suite artistiquement déjà, de savoir est-ce que je voulais continuer dans cette nouvelle voie plus pop et plus électronique que j'avais exploré sur le deuxième album, ou est-ce que je voulais revenir à un truc plus acoustique et tout ça, j'étais pas encore tout à fait sûr. Et donc ça m'a pris quand même un peu de temps. Et puis comme j'écrivais aussi beaucoup pour d'autres artistes à cette époque-là, je me suis un peu laissé embarquer dans un cercle où j'étais plus tranquille à écrire pour les autres parce qu'il y avait moins de pression, entre guillemets, que quand c'était pour moi. Et donc il m'a fallu un peu de temps. Et puis ensuite, il y a eu le Covid qui a commencé. Et puis c'était du coup pas le bon moment pour refaire un album parce que voilà, personne ne savait vraiment ce qui allait se passer, en tout cas dans le domaine musical et de la scène, etc. Et donc j'ai laissé passer un peu cette période-là et ensuite on est là, on est en 2023. C'est comme j'ai dit, j'ai dû apprendre pas mal de nouveaux métiers pour pouvoir être là aujourd'hui. J'ai produit l'album, j'ai fait la pochette. Donc voilà, je fais de la photo, du graphisme, tout ça est venu se rajouter à écrire les chansons et tout. Donc au final, ça m'a pris du temps, mais j'en suis ressorti, je pense, grandi parce que je pense déjà musicalement m'être beaucoup plus trouvé et avoir une bien meilleure idée de qui je suis artistiquement. Et puis aussi parce que humainement, j'ai grandi. Aujourd'hui, j'ai 34 ans, j'ai plus de choses à dire et plus intéressantes. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? On peut dire les deux, auteur-compositeur. Oui, oui. Qu'est-ce que ça veut dire auteur-compositeur pour moi? Ben, c'est un peu ce qui m'a amené à la musique, moi, personnellement. C'était l'envie d'écrire des chansons avant même l'envie de les chanter parce que j'ai toujours aimé chanter, mais c'est très tard que l'envie m'est venue de devenir chanteur. Et je pense que c'est vraiment quand j'ai commencé à m'imaginer écrire mes propres chansons et que j'ai commencé à prendre la guitare et que j'ai pu mettre en forme mes propres idées. Je crois que petit à petit, je me suis laissé prendre à cet exercice-là qui à force du temps, c'est devenu, allez, j'ai envie de dire, c'est presque une drogue, l'envie de créer, l'envie de concrétiser ce qu'on a dans la tête et tout ça. Et donc, je le vois à la fois comme une chance parce que je me rends compte que ce n'est pas tout le monde qui est capable de le faire. Donc, je me rends compte que c'est une chance et c'est un don que j'ai reçu de réussir à mettre en forme mes idées, quoi. Et puis en même temps, c'est pas tous les jours facile parce que c'est l'inspiration et tous les métiers créatifs, au final, on dépend de quelque chose qui est très impalpable et quelque chose qui est très abstrait, quoi. C'est difficile. Il y a des jours où j'ai pas d'inspiration et tout ce que je peux faire, c'est attendre que ça revienne, quoi. Je peux pas. Après, si entre-temps, je travaille mon instrument, je travaille la guitare, je travaille voilà, d'autres choses, mais c'est vrai que l'inspiration, c'est quelque chose qu'on peut pas toujours maîtriser, quoi. Je pense que donc à l'époque, mon père m'avait mis un peu un ultimatum. Quand j'ai dit que je voulais faire de la musique, en tout cas en faire une carrière et tout ça, j'avais reçu ma première proposition de contrat d'Universal et tout. Et papa à l'époque, lui, me disait, mais je sais même pas ce que c'est une maison de disques. Alors là, tu me parles de quelque chose, vraiment, ça lui disait absolument rien. Et il m'avait mis un peu comme condition qu'il fallait que je termine au moins mon bachelier. C'était un bachelier en communication.
Et je l'ai fait à l'époque à la fois parce qu'il me l'avait demandé, évidemment, mais aussi pour moi parce que j'ai quand même, et ça je crois que ça vient de mon caractère et probablement aussi de mon éducation, mais j'aime pas abandonner ou j'aime pas arrêter quelque chose en cours de route, quoi. Et donc je me rappelle qu'à l'époque, il me restait que quelques mois avant d'avoir mon diplôme. Même si j'étais plus très concentré en cours et que j'étais déjà avec un pied dans la musique et tout ça, je me rappelle que c'était quand même important pour moi aussi de me dire que j'avais pas fait tout ça pour rien et sortir de là sans avoir eu même un diplôme. Et donc je l'avais fait à la fois pour mes parents parce que ça les rassurait de savoir que j'avais un diplôme et puis aussi pour moi pour la satisfaction d'avoir été au bout. Et donc au final je suis assez content parce que c'est des choses, on pourrait se dire que ça m'a pas servi, mais au final ça m'a beaucoup servi parce qu'aujourd'hui je me retrouve à utiliser ce que j'ai appris en montage vidéo, par exemple, pour faire mes propres clips. Et tout ça, c'est des choses que j'ai appris quand j'étais à l'université. La photographie, j'ai découvert ça à l'université aussi. Et puis, donc tout ça, c'est des choses c'est que maintenant que je les ai ressorties de mon cartable, si je peux dire, parce que pendant longtemps, j'en ai pas eu besoin. Je faisais juste des chansons. Et puis là, quand j'ai dû faire mon dernier clip, ben, j'étais très content de savoir utiliser un logiciel de montage et de pouvoir le faire moi-même, quoi. Mhm. Alors, d'où vient le mot, ton nom, Jali? Parce que il paraît que ça a une signification très profonde. Alors Jali, ben, pourquoi est-ce que j'ai choisi ce nom de scène? En fait, bon, moi, on m'a baptisé Jean-Pierre à la naissance et c'est vrai que quand j'ai commencé la musique, ben, j'avais forcément envie de trouver un nom de scène qui aurait une signification pour moi parce que je me disais que c'était l'opportunité justement de porter un nom qui a plus de sens quoi, que celui qu'on m'a juste donné. Et donc je me rappelle qu'à l'époque, je revenais justement d'avoir vécu quelques années au Rwanda. En réfléchissant donc, à un nom de scène, j'ai pris des lettres de mon nom de famille, Nwari, que j'ai associé à des lettres de mon prénom, Jean-Pierre. Et les deux ensemble, ça faisait Jali. Et c'est surtout que le nom m'a tout de suite évoqué en fait, l'idée que ce serait comme une sorte de prétexte pour pouvoir parler toujours d'où je viens. Et que je me suis dit que si je porte ce nom-là, ce sera à chaque fois l'occasion d'expliquer aux gens que je suis rwandais et que c'était un peu comme un pense-bête aussi pour que voilà, ça reste toujours près de moi quoi, et que mes origines puissent être portées fièrement. Quoi. C'est ça. Mhm. Pourquoi est-ce que j'avais écrit cette chanson à l'époque? Espagnola, en fait, c'était venu. En fait, c'était même pas par rapport à l'Espagne, c'est par rapport à une île qui est du côté d'Haïti qui s'appelle l'île d'Hispaniola. Et c'est une île, c'est en fait une île aux oiseaux. Et donc, c'est une île où les oiseaux migrateurs s'arrêtent pendant leur migration et tout ça. Et donc, moi, il faut savoir que j'aime beaucoup les documentaires animaliers, des choses comme ça. Je me couche très tard souvent et des fois à la télé, je tombe sur des choses comme ça. Et donc, un soir, j'étais tombé sur un documentaire sur cette île qui s'appelle Hispaniola. Et moi, souvent, le point de départ des chansons, c'est les mots et c'est souvent leur sonorité et comment sonnent les mots. Et je me rappelle m'être dit que Hispaniola, ça sonnait bien. Et j'aimais bien comment ça sonnait. Et l'idée que ce soit une île, après, de l'île m'est venue toute l'idée d'un bateau, parce que forcément, une île, on y va en bateau. Et donc, c'est de là que c'était vraiment le point de départ de cette chanson. Et donc, j'ai écrit cette chanson où je dis, voilà, si j'avais un bateau, je l'appellerais l'Espagnola. Et en fait, des années plus tard, je ne savais absolument pas que ça arriverait, mais j'ai rencontré donc ma fiancée qui est espagnole. Et donc forcément, aujourd'hui, tout le monde me demande si je la connaissais déjà ou pas. Mais écoute, non, c'est le hasard. Alors je ne sais pas, peut-être qu'elle avait entendu la chanson et du coup, elle s'est sentie concernée, je ne sais pas. En tout cas, le hasard a bien fait des choses. Et alors, la première phrase de la chanson qu'il chantait à l'époque, c'est une chanson qui, je ne sais pas d'où il l'avait apprise, mais la première phrase, c'était Ikyogihe izuba yarengaga kuri jali. Voilà. Et ça, c'était la première phrase de la chanson que mon père chantait quand il avait 17 ans, quelque chose comme ça. Et moi, j'avais jamais entendu cette chanson-là, évidemment. Et il faut savoir que nous, on est de Gikongoro, donc c'est même pas, c'est même pas tout près de Jali. Oui. Et donc, des années plus tard, j'ai choisi ce nom de scène-là, alors que j'avais jamais entendu cette chanson-là. C'est des choses comme ça, que des coïncidences, où au final, ça fait que me confirmer que je suis là où je dois être, quoi. L'écriture, c'est quelque chose qui m'a toujours, comment dire, ouais, l'écriture, ça m'a toujours attiré parce que je sais que déjà,
plus jeune à l'école et tout ça, même si je n'étais pas un très bon élève, quand il fallait faire des dissertations, ou bien qu'il fallait rédiger quelque chose, c'était toujours la partie où j'étais le plus à l'aise. Mhm. Et même j'ai un cousin qui s'appelle André Martin, qui m'a parlé il n'y a pas longtemps d'un devoir que j'avais fait pour l'école, apparemment, quand j'étais petit, et qu'il avait relu pour moi, pour corriger, je crois, l'orthographe. Donc c'était un devoir, je sais pas, je devais avoir 10 ans ou 11 ans. Et lui-même s'en souvient encore parce qu'il me dit qu'il était subjugué par la manière dont j'avais écrit ma dissertation sur les serpents. Je crois que ça parlait des serpents. Mhm. Et lui s'en rappelle très bien et il disait que déjà à cette époque-là, j'écrivais pour quelqu'un de mon âge très bien. Et donc moi je me rappelle plus trop, mais je sais en tout cas que l'écriture ça a toujours été quelque chose qui m'a attiré. Et donc encore maintenant, quand je fais des chansons, je vais jamais bâcler le texte. C'est toujours quelque chose auquel je vais apporter beaucoup de soin et que je vais prendre le temps, même si voilà, il y a certaines chansons, l'idée de la chanson vient très vite, la mélodie va venir très vite, mais il va peut-être te manquer un mot, il va manquer la rime pour faire que tu sais, ok, voilà, maintenant c'est fini, maintenant j'ai réussi à aller au bout. Et c'est souvent même d'ailleurs ce jeu-là de rechercher le mot qui manque, de chercher la bonne rime et tout ça, c'est un jeu que j'aime beaucoup et ça peut me prendre des jours à terminer une phrase des fois, juste parce que je sais qu'il y a un mot quelque part dans ma tête caché, qu'il est là et que faut juste le temps qu'il arrive et donc c'est un exercice que j'aime beaucoup et, et alors mais en plus quand tu me dis, toi ou des gens de mon public me disent que voilà, mes textes leur parlent et ce que je raconte les touche et tout ça, c'est d'autant plus satisfaisant parce que je me dis, on se sent compris, quoi. On se sent du coup, ouais, c'est ça, compris. Mhm. Et lui jouait un petit peu, et donc très petit déjà, je voyais mon cousin gratter Guantanamera à la guitare et tout ça, et c'était, voilà, et je pense que c'est peut-être celui qui avait été le plus loin dans la musique dans la famille. Mhm. Et c'est vers lui que je me suis tourné quand j'ai voulu apprendre la guitare. J'ai dit, ah, mais je crois qu'André, il avait une guitare, non? Et donc, voilà, je le remercie encore très souvent parce que c'est grâce à lui aussi que j'ai commencé la musique. Alors, quelle est ma place aujourd'hui dans la francophonie en tant que jeune artiste rwandais? Je dirais que je me vois un peu comme une sorte de porte-parole ou de représentant. Je ne sais pas si je peux dire ça parce que c'est vrai que je fais partie des quelques-uns parce qu'on est un cercle finalement très restreint. Je crois qu'il y a Corneille le premier, il y a eu Stromae, Gaël Faye aujourd'hui, il y a eu moi. Et voilà, je pense que la liste des... En tout cas, je parle de ceux qui ont été médiatisés et qui ont réussi à toucher un grand public. Au final, on est très peu. Alors que le français a une place dans la culture chez nous énorme et qu'il y a beaucoup justement d'autres jeunes qui ont grandi en écoutant du Francis Cabrel ou en écoutant, je sais pas, les disques de leurs parents. Et c'est vrai que la chanson française, même si c'est pas la musique qui est la plus représentée au Rwanda aujourd'hui, moi je le vois dans les messages que je reçois sur les réseaux sociaux, etc. Il y a au Rwanda, il y a un public francophone, il y a tout un tas de gens qui écoutent les textes et qui sont contents de voir un auteur-compositeur rwandais, en qui plus est, chanter voilà, dans la langue de Molière, comme on dit. Voilà, je pense que voilà, je me sens un peu comme un représentant parce que pour l'Afrique et voilà, on dit souvent que l'Afrique c'est le premier continent francophone au final. Parce que le Congo, je crois que c'est peut-être le pays avec le plus de francophones au monde, si je ne m'abuse. Et donc l'Afrique et le français, pour moi, sont liés. Et de faire partie aujourd'hui des gens qu'on appelle quand il faut représenter ce lien-là, ça me rend fier, je suis content.
faire, celui qui se refuse à tout effort, celui qui sans en faire trop veut mordre le fruit à tous les torts. Béni soit celui qui adore transpirer par tous les pores. La vie a mis ce que le corps aime le plus dans les hauteurs des grands arbres. Les raccourcis tournent mal, puis qu'il y a trop de restades un jour. Demande au trou de balle qui s'est shooté en live un jour. Laisse-moi tenter de te vanter l'honnêteté. C'est pas comme au cinéma, c'est pas comme au cinéma, mon ami. La vie c'est pas comme dans les films, arrête de croire que c'est facile, tu seras jamais Al Pacino. C'est pas comme au cinéma, c'est pas comme au cinéma, mon ami. La vie c'est pas comme dans les films, y a personne qui rembobine quand t'es raide mort sur le carreau. No pain, no gain. No pain, no gain. No pain, no gain. Laisse-moi tenter de te vanter l'honnêteté. Méfie-toi du carton, du paraître, de l'illusion. Quand on m'a rendu mon contrat, je m'en suis pas vanté sur Insta. On me dit montre-toi dans les grands jours. Fais de ta vie un teaser, tu devrais attirer les jaloux pour éloigner le mauvais œil. Les risquilleurs, ils redeviennent tous anonymes un jour. Sur la piste, on se demande où ils sont passés un jour. Laisse-moi tenter de te vanter l'honnêteté. C'est pas comme au cinéma. C'est pas comme au cinéma, mon ami. Arrête de croire que c'est facile de s'enrichir comme dans les films, tu seras jamais Al Pacino. C'est pas comme au cinéma, c'est pas comme au cinéma, mon ami. La vie c'est pas comme dans les films, y a personne qui rembobine quand t'es raide mort sur le carreau. No pain, no gain. No pain, no gain. No pain, no gain. Laisse-moi tenter de te vanter l'honnêteté. No pain, no gain. Na, 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 na. No pain, no gain. Laisse-moi tenter de te vanter l'honnêteté. En fait, cette chanson-là, elle parle de l'envers du décor et de... Au cinéma, voilà, ça parle de tout ce qu'on ne voit pas derrière l'écran et de tout ce que parfois ça peut demander comme effort et comme sacrifice pour pouvoir, des fois, comme on dit, monter sur scène, ça peut durer 5 minutes, mais ça peut prendre 20 ans pour y arriver. Et cette chanson-là, elle parle un peu de ça et justement dans la chanson, c'est très rare que je fasse ça, mais je parle plus de moi et justement de ce qui m'est arrivé à moi. Notamment, je parle du fait qu'il faut pas toujours se fier aux apparences et qu'il ne faut pas toujours se fier à ce qu'on montre, notamment sur les réseaux sociaux, etc. Parce qu'on se montre toujours sous notre meilleur jour et on montre toujours notre meilleure facette. Et en fait, parfois, on a tendance à oublier que ce n'est pas forcément la vraie vie et qu'on veut toujours se montrer sous notre meilleur jour, mais que ce qui fait qu'on arrive à une destination ou qu'on arrive en tout cas à atteindre certains objectifs, c'est la somme des bons et des mauvais jours mis ensemble. Ça m'a pris, comme je t'ai dit, 8 ans entre les deux albums. Et il y a probablement beaucoup de gens qui vont entendre le nouveau et qui vont même pas penser à ce que ça m'a demandé comme travail ou comme effort. Et moi, j'ai envie de dire tant mieux parce que c'est justement ça la magie du spectacle. C'est de réussir à donner l'impression que c'est facile, tu vois, et que justement, c'est pour ça que je passe autant d'heures à répéter la guitare chez moi ou bien que j'ai passé aussi longtemps à écrire ces chansons. C'est parce que je voulais pas que ça se voit que c'est difficile. J'ai pas envie quand je vais monter sur scène qu'on voit que je galère à jouer ma chanson. J'ai envie que ça ait l'air fluide et simple. Et c'est justement que ça, c'est tout ça, c'est le travail qui amène ça. C'est le fait de travailler en coulisses, travailler dans l'ombre, ça te permet d'après monter dans la lumière et donner l'impression que c'est magique.